Pourquoi je te pose aussi la question de est-ce que tu t'excuses? On est souvent dans un marché où les relations de pouvoir sont importantes, alors qu'en fait, on est tous dans le même bateau et qu'il n'y a pas lieu de s'excuser. Le fait est de reconnaître les erreurs, de comprendre pourquoi elles ont été faites et d'anticiper les prochaines. Mais souvent, l'excuse va créer un sentiment de hiérarchie. Ça crée des très très mauvaises relations. Le fameux je comprends tes émotions, je comprends ce que tu ressens. J'ai pas forcément de solution pour toi, mais je comprends. Ça va débunker énormément de choses. Une des leçons principales que je retiens, c'est le succès immédiat. Faut arrêter de se bullshiter avec l'algo Google, Facebook et roi et que comme par magie, au bout de 30 jours, même si mon offre est complètement claquée, je vais avoir des ventes et je vais faire du ROI. Mais ça, il faut arrêter. La principale différence entre ce que j'ai connu et maintenant, c'est le fait d'être propriétaire du chemin de conversion. Et ça change tout. J'interviewe les entrepreneurs, freelance et dirigeants les plus résilients pour te donner la force de continuer ton aventure entrepreneuriale. Bon visionnage et surtout, ne lâche rien. Hello Linda, comment ça va? Hello, ça va et toi? Trop content de t'avoir pour cet épisode 3 dans le studio, à la maison. Oui. On a pas mal de choses à aborder ensemble. On va passer rapidement en revue ton parcours, puisqu'il y a quand même pas mal de gens qui ne te connaissent pas. Parce qu'encore une nouvelle tête dans ce podcast. Et on a des belles choses à aborder aujourd'hui. Partie 1, on verra ensemble sur ton parcours, quelle est la différence de travailler avec des boîtes comme la nôtre qui sont spécialisées en lead gen versus des agences classiques qui étaient ton précédent poste avant de nous rejoindre. Et ensuite, on a toute une flopée de questions et de sujets qu'on va aborder ensemble. Algorithme de Google Ads, IA, génération de prospects. Comment est-ce qu'on explique à nos proches ce qu'on fait, qu'on démocratise la lead gen? La gestion client, la grande différence qu'il y a entre gérer des clients en génération de prospects versus en agence normale. Et on terminera par quelques petites questions éparpillées sur la lead gen, le futur de Google Ads, etc. Ça te va? Ça me va. Cool. Du coup, présente-toi à ceux qui ne te connaissent pas. Qui es-tu? Alors, enchantée, moi c'est Linda. J'ai 29 ans et j'ai rejoint l'aventure Lead Studio il y a peu de temps. Et donc, globalement, moi, j'ai passé 3 ans et demi dans une agence auparavant. Donc, je suis média buyer et passionnée de marketing digital au sens large. Et aussi pas mal de l'IA. Ça m'intéresse beaucoup, tout ce qui Ça, on va y revenir. Ouais. Ok, voilà. cool. Moi, première question que j'ai pour toi, on en parlait en off, c'est que dans l'histoire de Lead Studio, si je ne dis pas de bêtises, tu es la première femme à être globalement passionnée de média buyer et à être excellente dans la gestion de campagne, Google et autres. Comment t'es tombée dans la marmite? Au tout départ, c'était en école de commerce. En gros, je me suis demandé quel métier pouvait offrir le plus de liberté. Je ne sais pas comment les autres de l'équipe sont tombés dans la marmite, mais moi, c'était ça. Et du coup, tout ce qui était marketing digital, ça m'a intéressée énormément. Et au-delà de ça, je trouve que le media buying, en fait, on sait exactement où on va. Par exemple, à l'inverse de quand on est community manager, c'est vraiment sur des temps longs, alors que media buy, clairement, on sait si on travaille bien ou si on a fait des bons résultats ou des mauvais résultats instantanément. Et ça, j'aime bien. Hey, c'est Thomas. J'interromps 30 secondes cette vidéo pour te partager une news qui va te plaire. Comme tu sais, on est spécialisé dans la génération de prospects sur le web et on a créé la plus grande communauté Discord pour venir partager toutes les techniques en génération de prospects sur le web. C'est gratuit, on est déjà plus de 1000 membres, donc si le contenu de la chaîne te plaît, n'oublie pas de t'inscrire et de rejoindre le Discord. Le lien sera dans la description de cette vidéo. C'est tout, je te remets tout de suite le contenu. Et donc, tu étais en recherche de liberté. C'est assez intéressant parce que finalement, j'ai pas le sentiment que ce soit le premier mot qui me vienne à l'esprit quand je pense à MediaBuy, Google, etc. Comment tu fais le trait entre liberté et Google? C'était quoi ce qui t'a vraiment donné envie de trouver ta liberté via Google Ads? Ici, aux États-Unis, donc moi, j'ai une large préférence pour Google Ads, mais j'ai quand même fait aussi un peu de Facebook Ads, enfin même beaucoup de Facebook Ads en agence. Et il me semble que justement une femme, je crois qu'elle s'appelle Dara Dene, ça te parle? Non. C'est une excellente média buyeuse qui fait justement
Sur YouTube, pas mal de formations sur Facebook Ads. Ok. Donc, globalement, c'était ça. Ça, on mettra le lien en commentaire. Mm. Bah, moi, je suis curieux de voir ce qu'elle propose. Moi, je ne connaissais pas. Ouais, carrément, c'est une bonne idée. Et en fait, quand j'y pense, ce que tu me dis, comment j'ai commencé en autodidacte, très clairement, la première fois que j'ai créé une campagne, c'était lors de mon entretien d'embauche, quand j'ai trouvé mon premier stage qui a mené dans la même agence à mon premier job. Ok. Donc, en gros, la personne qui me faisait mon entretien m'a dit on va te faire un test technique, tu dois créer une campagne sur tel thème. À ce moment-là, il y avait le Covid, donc du coup, c'était entretien à domicile. Donc, j'avais un ordinateur ouvert avec Google Ads et lui, et un ordinateur avec limite campagne YouTube, comment créer une campagne Google Ads, tu vois. Donc, Fake it until you make it. c'est ça. Excellent. Et Mais c'est passé du coup. Bon, après, je te rassure, je m'étais renseignée avant l'entretien, mais c'est la première fois que je le crée réellement, c'était là. Alors là, j'ai déjà envie de te challenger parce que tu parles de liberté, tu te dis, ok, j'ai envie de faire du Google Ads pour être freelance indépendante, mais tu passes quand même des entretiens d'embauche. Et donc, du coup, c'était quoi? C'était un CDI? C'était un CDI. En fait, si tu veux, moi, j'avais un peu cette réflexion de me dire, je sais pas, j'avoue que ça me faisait un peu peur de débarquer en freelance sans avoir jamais touché à Google Ads. Je trouvais ça particulier, j'avais envie de faire mes armes quelque part. Ouais. Et c'était ça la logique, quoi. C'était je commence par un stage et je vois où ça débouche derrière. Ouais. Et potentiellement, une fois que je suis formée, que je sais utiliser les outils, etc., à ce moment-là, je me lance. Ok, ouais, tu avais besoin de valider déjà des acquis, Puis quelque part, ce qui est assez logique. Comment dire? C'est entre guillemets... je sais pas si c'est une très bonne réflexion, mais c'est entre guillemets tout bénef parce que finalement, quand tu... Enfin, conseil aussi aux gens qui ont cette réflexion-là, mais en agence, c'est pas vraiment nous qui sommes impactés de manière directe en termes de responsabilité, c'est pas notre budget, donc forcément c'est plus facile d'apprendre. De faire les erreurs. Voilà, exactement. Non, mais moi j'étais passé par là aussi en stage, hein, c'est-à-dire que je suis tombé comme toi dans la marmite Google Ads parce que je pense qu'on a on a le même profil assez analytique et qu'on aime beaucoup les mécaniques intellectuelles derrière. Mais oui, se lancer sans n'avoir jamais piloté de campagne Google Ads et aller vendre des services sans même savoir comment créer une campagne, c'est pas évident. Donc c'est assez logique. Donc tu es embauché. Sans dire le nom de ton employeur, entre guillemets, c'était quel modèle de boîte? Alors, c'est une agence avec principalement des clients qui font du e-commerce, plutôt PME, TPE. Et en fait, c'était un modèle un peu hybride, c'est-à-dire qu'on commençait en gros avec un test, avec un budget du client, et ensuite, on faisait une proposition de passage à la performance, en fait. Donc, typiquement, sur du e-commerce, ça allait être un pourcentage du chiffre d'affaires qu'on générait. Ok. Oui, donc tu avais déjà quand même des grilles de lecture performance. Ouais. Ton rôle au quotidien, c'était quoi dans cette boîte? C'était Media Buy, mais c'était aussi énormément de relations clients. C'est-à-dire que moi, tous les gens dans mon équipe, on avait un portefeuille de clients, en gros, qui pouvait aller dans les périodes vraiment très, très intenses jusqu'à 30 clients. Et donc, il fallait, au début, faire une proposition commerciale pour faire en sorte que le client ait envie de travailler avec nous. Ensuite, faire la création de campagne, l'optimisation, le suivi et aussi toute la relation client. C'est-à-dire qu'on est le contact privilégié. Les rapports, si les stats, prendre le feedback, etc. Et les appels, beaucoup d'appels aussi. Et là, tu faisais globalement que du Google Ads ou tu avais aussi la partie Facebook, tout le Media Buy? Oui, on avait Google, Facebook. On a testé un petit peu, je pense, comme pas mal d'agences. Moi, je me souviens avoir mis un petit peu les mains sur du TikTok, sur du Pinterest. Mais ce n'était pas nos leviers principaux. Et aussi un levier qui s'appelle AppNexus. Mais on en avait discuté, il me semble que ça ne te parlait pas. Mais en gros, c'est du display, retargeting ou RTB, native. etc. Ok. Donc en gros, tu étais freelance dans l'agence, quoi. Parce que tu gérais de A à Z la relation client, etc. Comment tu l'as vécu, ça? Parce que c'est pas évident. Tu pars de rien, tu vas gérer tout un portefeuille client que tu ne connais pas. Tu apprends aussi à découvrir les attentes des clients. Comment tu t'organises? Comment tu fais bien le job dans un environnement que tu maîtrises pas de base, si je comprends bien?
Oui, c'est clair. Après, j'ai quand même été formée dans le sens où j'ai eu un stage déjà de 6 mois et j'avais un manager qui me formait, donc j'étais pas abandonnée, on va dire, si j'avais des problématiques, j'avais quand même quelqu'un sur qui m'appuyer. Mais c'est sûr que des fois, c'est hyper intense et c'est pas évident. Hein. Je pense que j'ai énormément appris déjà en media buy, mais aussi beaucoup en relation client. Ouais. Clairement, c'est dingue, on voit tous les profils en fait. C'est quoi le top 3 des choses que tu as apprises en relation client dans cet environnement media buy, agence? Déjà, je pense que la plus grosse leçon que je retiens en termes de relation client, c'est un moment, du coup, ça a été un moment difficile. En gros, j'ai un client qui travaille avec nous depuis 2 ans. Et je sais, pardon. Comment dire ça, à un moment, il a compris que le deal n'était pas forcément en sa faveur. Et je sais pas, il a un peu explosé. Et en gros, je me suis retrouvée avec 3 appels manqués sur mon téléphone et des mails incendiaires, mais vraiment on les que voit, t'as pas envie de recevoir. Et bonjour Linda. oh là, je suis même pas sûre qu'il y avait bonjour. Mais voilà, et donc du coup, moi, dans ces cas-là, tu vois, je savais pas comment réagir et j'ai fait l'erreur de ne pas répondre et de me dire, je vais bien préparer un mail bien long, peaufiné, etc. et lui répondre point par point pour lui montrer qu'en fait, si on fait du bon travail et qu'il n'y a pas besoin de s'énerver. Et en fait, c'est pas ce qu'il fallait faire. Ça, c'est ma principale leçon. C'est quand quelqu'un... en fait, il faut déjà surtout lui répondre au téléphone. Il faut surtout pas laisser quelqu'un s'énerver dans son coin et ne pas lui répondre. Franchement, je pense que c'est la pire stratégie parce qu'au final, ça va faire qu'empirer les choses. Donc, le conseil que j'ai eu du coup de mon manager et de mon patron à l'époque, c'est appel et limite accueille toute la colère. En fait, faut même pas limite parler. En fait, c'est vraiment faut utiliser les mécanismes de psychologie de déverse toute ta colère tu sur laisses, moi. exactement. C'est ça. Et à la fin, en gros, tu dis je comprends. Écoutez, on va faire une réunion en équipe. Je l'organise dès maintenant et on va revenir vers vous avec des solutions. Est-ce que tu t'excuses? Ah, c'est difficile ça. Je pense que quand même, faut pas partir du principe qu'il faut jamais s'excuser, parce que des fois, les deux ont des torts, mais ça dépend dans quel cas. Je pense que justement, ça c'est une grosse différence que je vois dès maintenant entre mon ancien travail et comment on gère les clients maintenant. Nous, en fait, on avait un peu tendance à... comment dire, c'est le client est roi, mais un peu à outrance. C'est-à-dire que on va tout faire pour le garder et quitte à être moins honnête, on va dire. Toi, par exemple, je t'ai vu en appel client et tout ça, et je vois que tu es hyper honnête, tu es hyper cash, et je pense que c'est bien parce que du coup, ça empêche d'avoir des attentes qui sont complètement démesurées. Et c'est bien d'avoir une signature, mais pas à tout prix, en fait. Ouais. Non, mais c'est souvent, effectivement, ce que tu racontes, je pense, la vie des commerciaux, des gérants d'agence ou des clients qui gèrent des portefeuilles, qui est que, de toute façon, tu as souvent un biais d'insatisfaction sur ces modèles-là, et que jouer le rôle du déversoir quand ton client n'est pas content, ça va t'arriver très régulièrement. Et la manière de réagir est souvent très, très difficile à anticiper ou tout simplement à trouver les bonnes parades. Ce que j'ai apprécié dans ce que tu dis, c'est que tu as dit à un moment la phrase « je comprends ». Et ça, c'est un conseil que je peux donner quand même à beaucoup de personnes qui vont se retrouver à ta place ou qui gèrent en fait des clients. C'est le fameux « je comprends tes émotions, je comprends ce que tu ressens, je note, j'ai pas forcément de solution pour toi, mais je comprends ». Ça va débunker énormément de choses. Pourquoi je te pose aussi la question de « est-ce que tu t'excuses ?» On est souvent dans un marché où... les relations de pouvoir sont importantes, alors qu'en fait, on est tous dans le même bateau et qu'il n'y a pas lieu de s'excuser. C'est qu'effectivement, parfois, il y a des erreurs, etc. Mais le fait est de reconnaître les erreurs, d'anticiper pourquoi, de comprendre pourquoi elles ont été faites et d'anticiper les prochaines. Mais souvent, l'excuse va créer un sentiment de hiérarchie en mode tu es fautif, donc tu me dois quelque chose. Et j'attendrai des choses de toi en attente. Et globalement, pour parler crûment, tu te prostitues après pour ton client. Et ça crée des très très mauvaises relations.
Ouais, je suis d'accord. Donc, je voulais avoir ton avis là-dessus. T'es resté combien de temps dans cette boîte? En tout, 3 ans et demi. Ok. Tu étais en CDI, c'est ça, hein, je crois. Comment tu as géré le CDI versus ton envie de liberté? Ou est-ce que tu dirais que être en CDI, c'est forcément une privation de liberté, ou tu peux quand même avoir certaine liberté en étant en CDI? Je pose la question parce que souvent, voilà, comme tu l'as dit, le freelance Google Ads, ben ouais, on pense que c'est ultra libre, alors qu'en fait, tu peux aussi te retrouver dans des très bons postes en média buy, C'est en clair. CDI. En fait, comme je t'ai dit, moi j'avais vraiment un objectif de je veux apprendre, je veux me former et faire mes armes là-bas. Et en gros, c'est sûr que le CDI, c'est pas la liberté, c'est-à-dire que, je veux dire qu'il y ait énormément d'activités ou rien à faire, de 9h à 18h, il faut être assis bien sagement à son poste. Ouais, présentéisme c'est avéré, ça. quoi. Et donc, après, c'est confortable. Hein. Moi, honnêtement, je gagnais bien ma vie. Je savais que autour de 18h, je pouvais rentrer chez moi. Je ne ramenais pas mon PC chez moi. Enfin, tu vois, il y a aussi plein de conforts qui vont avec. Mais je gardais quand même mon objectif en tête. Et justement, je voulais pas... Comment dire? Je pense que si on reste, je sais pas, 10 ans en CDI, après, c'est super difficile de partir parce qu'on est trop habitué au confort. Ok. Et comment t'es venu le switch de mindset? Parce que du coup, t'es resté 3 ans et demi. Comme tu dis, c'est confortable, t'apprends beaucoup de choses. Tu restes dans un environnement où, hormis effectivement le présentéisme, t'apprends. Surtout sur nos marchés où ça bouge tout le temps. Donc, t'as pas de raison de ne pas apprendre. En tout cas, j'ai l'impression. C'est quoi le switch de Linda, ok, je suis en CDI, à ok, je me lance et je deviens indépendante, entrepreneuse? Justement, moi, c'est l'inverse. Moi, justement, j'avais l'impression d'avoir atteint un palier et que j'apprenais plus rien. Ok. En fait, comment dire, j'avais bien été formée, mais au bout d'un moment, en fait, ça reste juste, tu gères ton portefeuille de clients, tu essayes de maximiser tes chiffres, mais globalement, on n'était pas forcément poussé à la formation et tout ça, donc moi, je le faisais de mon côté, mais... Enfin voilà, en tout cas, je me sentais plus challengée. En gros, la dernière année, je me sentais plus challengée et j'ai commencé à réfléchir. Et j'avais proposé d'ailleurs justement, en gros, j'ai expliqué voilà que je commençais à avoir un petit peu l'envie de partir et j'ai demandé à être freelance en dehors de sur mon temps libre. Et du coup, on m'a dit non. Et ça, j'avoue, ça m'a un petit peu frustrée. Quand t'as dit non? Clause de non-concurrence. Ok. Je pense que, je sais pas, je suis pas dans la tête des personnes qui dirigeait la société, mais je pense qu'il y a un peu un aspect de qu'est-ce qu'elle va faire, est-ce que peut-être elle va partir avec des clients, enfin j'en sais rien, je me rends pas compte. Ça, je digresse un peu, mais moi je donne ma vision là-dessus à potentiellement des chefs d'entreprise qui ont cette vision-là. Moi j'encourage volontairement tous nos prestats, etc., à prendre des clients en plus de Lead Studio, parce que j'estime qu'on est sur des marchés sur lesquels plus tu vois de cas différents, plus tu as une capacité à comprendre en fait les cas qui concernent Lead Studio, à te former régulièrement, voir des choses différentes, augmenter ton pool de compétences, et que finalement le fait de travailler avec d'autres clients va juste te rendre meilleur en fait. Parce que chez Lead Studio, certes, tu vas avoir beaucoup de choses, mais il y a toute une partie de notre activité que tu ne verras pas et que tu ne verras qu'en ayant d'autres clients. Donc moi, j'encourage clairement que ce soit tous les médias buyers ou les personnes qui bossent avec nous à aussi avoir d'autres projets à côté pour voir autre chose et juste être meilleur au quotidien, quoi. Et alors évidemment, après, c'est une question de confiance et que oui, si ton prestat, ton freelance, ton CDI, il part avec la caisse, t'as joué, t'as perdu, à toi de te poser les questions de pourquoi est-ce qu'il est parti avec la caisse, en fait. Peut-être que ton projet n'était pas si bien, quoi. Si t'as peur que ton salarié, ton freelance, ton prestat se casse, le problème, c'est pas lui, c'est toi le problème. C'est que ton projet, il n'est pas suffisamment sexy pour lui donner envie de rester, etc., quoi. Donc, je trouve que si ça te force en tant que fondateur à te dire, attends, en fait, à n'importe quel moment, mon associé, mon partenaire, mon prestat, il peut se barrer. Il faut qu'au quotidien, je lui offre mieux que ce qu'il va trouver ailleurs. Donc, je trouve que c'est un accord qui est au contraire, en tout cas, la manière dont moi je conçois ça chez Lead Studio, qui est hyper fair. Et je vous encourage, en tout cas, si vous avez la posture de l'ancien patron de Linda, à peut-être challenger ça. Et vous en verrez les résultats. Je me demande aussi s'il n'y a pas, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, s'il n'y a pas aussi une question de un peu vouloir garder le contrôle, parce que je sais pas, admettons, tu as des employés qui sont en télétravail dans une autre ville
Et tu te dis, du coup, s'il a des clients à côté, est-ce qu'il va pas, je sais pas, passer du temps sur ses clients plutôt que de travailler pour moi, ce genre de choses-là Ouais, aussi, mais peut-être. carrément. Mais après, tu l'as dit au démarrage, c'est que la force de notre métier, c'est que euh, la valeur finale est extrêmement est facilement mesurable. Mm. Je veux dire, c'est pas parce que tu passes 20 minutes à faire une campagne client et qu'après tu es 3 heures à créer ton site ou à aller chercher d'autres clients. Si le 20 minutes que tu as passé sur le projet, il fait x4 en termes de ROI, bah, c'est fine. C'est clair. Euh, c'est un peu le syndrome français de en fait le travail ça doit être une dure labeur donc tu dois faire les heures et c'est mieux que tu fasses 8 heures, t'as rien foutu versus t'as passé 1 heure mais tu m'as apporté x3 de ROI. Non, on va préférer en France faire les 8 heures bien dur, t'as bien transpiré, tu mérites ton salaire. C'est débile, c'est complètement débile. Autant rester 1 heure à bien faire le taf et à côté tu vas faire autre chose. Donc j'ai envie de te dire, ouais, le manque de contrôle, avoir peur que l'autre se casse. En fait, à partir du moment où les résultats ils sont là, mais c'est ultra fine. Je pense que ça, c'est juste un switch à changer. Il faut que là-dessus, la mentalité française change, en fait. C'est pas parce que tu as bossé que 2 heures aujourd'hui que tu rien foutu. Ça se trouve, tes 2 heures, elles ont été hyper productives et t'as apporté beaucoup plus de valeur que quelqu'un qui est resté 8 heures et qui a rien fait, quoi. C'est sûr. Donc, non, moi je pense que tu peux largement combiner le meilleur des deux mondes. En tout cas, c'est le pari qu'on a. Peut-être que cette vidéo vieillira très mal dans quelques mois, quelques années. Mais en tout cas, j'ai la conviction de ce modèle-là et on y va à fond, ça c'est sûr. Et du coup, ouais, c'est l'aspect de se scaler soi-même qui a fait que finalement j'ai voulu partir du CDI à freelance parce que mais je sais pas, en fait je me sentais m'embourber, tu vois. Je me disais ok, donc là ça fait 3 ans et demi de CDI, je suis dans mon confort, j'apprends plus grand chose et on me laisse pas faire freelance à côté, donc je peux pas utiliser ce levier-là pour scaler. Donc il était temps de voler vers d'autres horizons. Question suivante pour toi. Donc, sachant cela, pourquoi tu as eu envie de venir me parler et de te dire peut-être que chez Lead Studio, il y a de l'avenir, quoi. Déjà, quand même, toi, tu fais beaucoup de création de contenu et forcément, ça montre aussi comment ta société, elle fonctionne et ta vision. Et ça, je pense que c'est hyper important quand tu sais que tu vas travailler avec quelqu'un, d'avoir sa vision, ça change tout, en fait. Parce que toi, tu te livres aussi pas mal dans les différents contenus que tu fais. Et en fait, quelque part, ça donne aussi envie de travailler avec toi. Ok. Et toi, mais de manière générale aussi ton équipe. Parce que, je sais pas comment dire, moi j'avais un peu cette logique de ok, donc lui, il recherche des personnes comme ci, comme ça. Donc ça veut dire que son équipe, elle est super, elle est carrée. Et c'est que des gens qui sont super motivés. Donc forcément, je me dis, ça peut être génial de rejoindre cette équipe-là. Et aussi, j'étais vachement intriguée par la lead gen, parce que moi j'avais vu beaucoup de e-commerce. Et avant de te contacter, je me suis longtemps posé la question de finalement e-commerce ou lead gen, quel est le bon choix pour se spécialiser en freelance. Et justement, j'en suis arrivée au fait que la lead gen, c'est quand même plus scalable, on va dire. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais j'ai l'impression que le e-commerce, en fait, à chaque fois que tu as un nouveau client, tu repars de zéro. Du coup, c'est pas parce aussi que scalable. ils sont pas tous. Alors attention, parce que la lead gen c'est très large, mais la lead gen mass market telle qu'on la pense aujourd'hui, effectivement, est plus scalable. C'est-à-dire qu'une fois que tu as des campagnes qui tournent et que tu as un produit qui est fonctionnel pour un client, globalement, tout le monde vend la même chose à quelques exceptions près. Donc, ce qui marche pour l'un est censé marcher pour l'autre, si tant est que son offre est bonne. Versus un e-commerçant qui peut te vendre un jour des bananes, le lendemain des chaussures et derrière faire crypto, bitcoin, etc., quoi. Donc, oui, tu repars toujours de zéro. Quelque chose qui m'avait fait rire, c'est que quand on a commencé à travailler ensemble, tu m'avais dit ok, la lead gen, je ne m'attendais pas à ça et je ne m'attendais pas à un environnement quand même aussi intense. Comment tu l'as vécu, le fait d'arriver dans ce marché-là et globalement à ceux qui veulent se lancer ou qui nous écoutent, c'est quoi globalement tes découvertes versus quelques acquis ou quelque chose comme tu as fait 3 ans de CDI en Mediabuy, tu pouvais avoir des certitudes et qu'est-ce que la lead gen a vraiment remis en question, tu vois? Alors déjà, je pense que la principale différence entre ce que j'ai connu et maintenant, c'est le fait d'être propriétaire du chemin de conversion. Et ça change tout. Et du coup, forcément, c'est beaucoup plus intense parce qu'en fait, en gros, en agence, on est concentré sur les campagnes et le site du client, évidemment, il faut faire office de conseil marketing. Et d'ailleurs, c'est même super important de conseiller son client. Mais la réalité des choses, c'est que... T'es bloqué et il l'applique jamais. Il l'applique, mais c'est super compliqué. Ouais. Franchement, le nombre de clients qui te disent oui, d'accord, mais là, c'est pas ma priorité. Et la semaine d'après, j'ai contacté mon développeur, mais il est en vacances. Et enfin, 2 mois plus tard, au final, les changements, ils sont toujours pas effectués. Donc, c'est un peu compliqué. Alors que nous, du coup,
c'est nos campagnes, c'est notre landing page, c'est notre formulaire. Et du coup, dès qu'on veut faire un changement, on a la possibilité de le faire dans les 5 minutes. Et ça change tout. Et du coup, forcément, ça intensifie le travail parce que du coup, les possibilités, elles sont illimitées. En fait, on fait ce qu'on veut. Donc c'est génial. Bah, comme j'aime le dire, t'as un Lego à construire, mais t'as pas le plan, quoi. Donc, tu construis le plan de ton Lego en avançant, quoi. Donc c'est intense. Ça. Et du coup, en fait, j'ai l'impression qu'il y a, entre guillemets, pas de limite à la performance. On en rigolait cette semaine, parce que je te disais... Enfin, tu me disais, on va viser un coût par lead à 2 €. Et moi, vraiment, à ce moment-là, mon cerveau, il a bugué. Je me suis dit, quoi Parce que pour moi, le coût par lead minimum que j'ai connu en agence, c'était 35 €. Et déjà, ça me paraissait quand même pas beaucoup, 35 €, tu vois. Mais c'est vrai qu'on ne pouvait pas faire mieux parce que le site du client était pas... Bon, voilà. Et on n'avait pas la main dessus. Et il y avait plein de problématiques annexes et tout ça. Alors que... Enfin, oui, du coup, je me dis, nous... Enfin, l'optimisation, elle est sans fin, en fait. Ouais. Bah, là-dessus, moi, c'est à ça que je vous biberonne toutes les équipes toute la journée. C'est que, en gros, it's enough if it's the best you can do. En fait, pourquoi se priver d'aller chercher un CPL à 2 € si on a le jus de cerveau, la matière, la technicité et toutes les clés pour y aller. Enfin, et après, c'est vrai qu'on en discute régulièrement, toi et moi, en se disant, OK, à quel moment, en fait, tu dois arrêter de surutiliser tes campagnes pour passer à autre chose et aller suroptimiser autre chose. Mais oui, le coût du CPL 2 €, pour moi, quand on va discuter des perfs, qu'on voit que les clients ils sont contents, que les leads sont de qualité et qu'on a cette traction pour aller chercher encore plus de perfs, pourquoi s'en priver, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est un mindset à adopter, qui est que quand je pense, tu es en agence, c'est fine d'être à 35 balles, de toute façon, tu n'as pas la main sur tout, et puis le client, il n'a peut-être pas conscience de tout ce qu'il pourrait faire. À partir du moment où tu es propriétaire de tout, bah ouais, ça crée de l'exigence beaucoup plus élevée, mais en même temps, pourquoi s'en priver, quoi. C'est clair. Mais ça rajoute de l'intensité, c'est évident. Et il y a aussi une des leçons principales que je retiens, c'est ta phrase, c'est le succès immédiat. Ah ouais. Mais c'est vrai. Enfin, je vais me la tatouer sur le dos ou sur les bras, celle-ci, parce que c'est vrai que mine de rien, en agence, et c'est compréhensible. Je veux absolument pas faire comme si c'était malhonnête, mais c'est vrai que des fois, tu fais des optimisations sur tes campagnes et ton client, il t'appelle dans les 24 heures, il te dit ça marche pas. Tu dis bah oui, je sais, mais bon, il faut attendre un petit peu. L'algorithme de Google, ça fonctionne pas comme ça. Et ce qui est pas un mensonge, c'est vrai. Mais par contre, c'est sûr qu'en ayant... C'est un mensonge. C'est un mensonge. Bon. En ayant la main sur tout le funnel, bah, du coup, on a les stats sur toutes les parties du funnel. Et du coup, on peut déjà se rendre compte là où ça pêche. Donc déjà, ça change tout. Et oui, en effet, là, c'est sûr que dans les 24 heures, max 48 heures, tu sais si ton optimisation, elle est bonne ou si elle est mauvaise. Et... Oui. Non, mais ça, c'est important, les amis. Enfin, ceux qui nous écoutent, c'est que oui, cette histoire de succès immédiat, c'est qu'il faut arrêter de se bullshiter avec l'algo Google, Facebook et ROI, et que comme par magie, au bout de 30 jours, même si mon offre est complètement claquée, ma LP est naze et que c'est mon gosse de 3 ans qui a lancé ma campagne, je vais avoir des ventes et je vais faire du ROI. Mais ça, il faut arrêter. Enfin, non, mais j'ai envie de dire continuer parce que nous, ça nous donne un avantage concurrentiel énorme. Mais dans la logique, c'est que c'est débile. Au bout de 24 heures, surtout avec les outils qu'on a aujourd'hui, on peut tout mesurer. Quand tu vises, je sais pas, un CPL de 15 € et qu'en 24 heures, ta campagne, elle est à 60 €, se dire que potentiellement, grâce à l'algo, tu vas passer de 60 € à 7 €, mais il n'y a aucun monde où ça existe. Et oui, effectivement, le succès immédiat, c'est que oui, tu lances une campagne, tu t'es fait éclater, c'est le jeu. Eh ben, regarde où tu t'es fait éclater et demain, tu repars au four et tu nous trouves un nouveau truc. Soit c'est tes funnels qui vont pas, soit c'est ton ciblage qui va pas. Il y a un truc qui va pas, à toi de trouver. Mais se dire, entre guillemets, oui, dans 7 jours, je repasse dans 7 jours, on verra bien. Bah non, ça marche pas comme ça. Et en plus, bah oui, comme on est à la performance, t'as pas le temps, quoi. T'es dans une urgence permanente de te dire, en fait, je crame du cash H24. Et c'est là où je pense que sur la lead gen, il y a quand même beaucoup de gens qui font ces erreurs-là, de se dire, la lead gen, on peut gagner plein d'argent, c'est hyper simple, etc. Non, c'est faux. Ça demande une intensité de malade mental, d'arriver à trouver justement le plan du Lego et d'avoir quelque chose qui tient la route. Parce que ton T-Rex que tu as construit en Lego, mais tu as oublié les 3/4 des Lego, le lendemain, il s'écroule, en fait. Donc, il faut le faire bien et ça demande une intensité de malade. Donc, oui, le succès est immédiat. Bon, je suis content que tu aies retenu ça. Mais après,
Sur l'aspect, je pense qu'il y a aussi un truc qui fait qu'en agence, ça se passe comme ça, c'est la relation client. Ça aussi, c'est une grosse différence. Le truc, c'est que, bah, tu vois, je te disais, j'avais, admettons, 25 clients. En moyenne, j'avais 25 clients. Les clients, ils veulent te parler. En plus, c'est leur site à eux, c'est pas ton funnel à toi. Donc, ils se disent, moi, je suis tributaire de cette personne-là et je veux qu'elle me rende des comptes, en fait. Et donc, ils veulent te parler. Franchement, si c'est une fois toutes les 2 semaines, on va dire que c'est à peu près normal. Des fois, c'est une fois par semaine, des fois, c'est une fois par mois. Mais je veux dire, en moyenne, c'est une fois toutes les 2 semaines. Donc, en gros, il faut te dire que tu as déjà 10 heures dans ta semaine qui sont bloquées à parler à des personnes. Mais c'est pas parler à des personnes pour avancer, c'est parler pour se justifier et rassurer. Ouais. Et ça, je trouve que c'est super dommage parce que du coup, tu n'avances pas sur le fond en attendant, quoi. Tu prêches un convaincu, hein. D'ailleurs, force à tous nos clients, ils savent à quel point c'est difficile parfois de rentrer en contact avec nous. Mais bon, après, il y a beaucoup de clients aussi qui ont compris ça. C'est vrai que nous, finalement, on vend des rendez-vous à nos clients et que la North Star métrique est ta prise de rendez-vous et que si tout se passe bien, pourquoi s'appeler en fait? C'est comme quand tu achètes des biens sur Amazon, tu vas pas appeler Amazon pour le remercier d'avoir bien livré ton truc, tu as bien livré. Par contre, tu l'appelles quand ton produit il arrive tout pété, dégueulasse, que tout est éclaté, qu'il y a les 3/4 des articles qui n'ont pas été livrés. Et c'est vrai que souvent, les confrontations qu'on a avec nos clients, c'est soit ce que tu as énoncé en premier cas, qui est ça va pas du tout, il faut absolument réagir le plus vite possible. Et là, tu peux pas effectivement te mettre dans une grotte, te dire je vais dérouler le mail pendant 3 jours et lui envoyer. Non, il faut une réponse urgente et être force de proposition. Et il y a le deuxième type de client qui est je suis hyper content de ce que vous faites et comment on fait plus. Thomas, Linda, venez, on discute 1 heure, je suis hyper content de votre méthodologie, j'ai confiance en vous. Comment on double les volumes le mois prochain? Mais l'entre-deux de comment ça se passe, non, il n'y a pas de chit-chat, c'est vrai en lead gen. Ça te force à être hyper efficace, mais ça te force aussi à être hyper sharp avec tes clients, quoi. T'as pas le temps de perdre du temps parce qu'ils n'ont pas le temps non plus. Et donc, oui, l'environnement est très exigeant. Et c'est pour ça que je pense que le fond du truc, c'est que c'est un marché qui est de base très dur, quoi. Parce que dans tous tes actes, que ce soit media buy, gestion client, structuration de ta boîte, tu dois être le meilleur. Et et tu dois être dans l'immédiateté tout le temps. Je pense que c'est assez représentatif de comment est-ce que tu passes d'agence à lead gen, entre guillemets, même si on reste quelque part une agence, mais même si j'aime pas trop ce terme. Il faudrait qu'on réfléchisse à un terme pour le lead studio, on n'est pas une agence, fournisseur de lead. C'est pas très connu. Mais T'en as un? Je sais pas si c'est bon ou pas, mais j'en ai parlé justement cette semaine à des personnes à qui je parlais de mon métier. Et j'ai eu comme terme apporteur d'affaires. Et sur le coup, je me suis dit, c'est bizarre, apporteur d'affaires, c'est pas vraiment ça. Mais en fait, si, clairement. Non, on apporte du business aux clients. Ouais. C'est pas mal. Ça sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo, ça. Comment on nous qualifie. Hyper intéressant. Je te propose de passer aux questions qu'on s'était préparées. Je sors mes petites fiches. Yes, let's go. Est-ce que tu es prêt? Oui. Thomas, comment est-ce qu'on jongle avec l'algorithme de Google? Le succès est immédiat. Déjà, ce qu'on disait il y a 5 minutes, c'est arrêter de penser que l'algo il est roi. Donc, tu dois commencer à te poser la question, je pense, de comment dompter l'algo à partir du moment où tu es sûr des fondamentaux et ce sur quoi tu contrôles, à savoir encore une fois ton offre, ton positionnement marketing, tes LP, etc. Donc, une fois que tu es sûr de ce que tu fais, tu peux commencer à raisonner algo de Google. Être sûr de ce que tu fais, ça veut dire quoi? C'est déjà, tu fais des conversions à un prix qui pourrait te permettre d'être rentable. À partir du moment où tu fais pas de conversion, je veux dire sur Google, etc., je veux dire, tu achètes des mots-clés, tu achètes des intentions clients. Quelqu'un qui va taper, prenons un exemple débile, service de ménage à domicile, il est en recherche d'un prestataire de ménage à domicile. Si tu fais 0 conversion après une centaine de clics, etc., mais c'est pas l'algo de Google le problème, c'est toi le problème. Donc ça, c'est la première chose. Quand tu commences à avoir des conversions, effectivement, c'est là où tu vas jouer au chat et la souris avec Google en te disant, bon, ok, j'ai un produit qui marche, maintenant Google va me mettre des mines dans tous les sens, comment est-ce que je dompte l'algo pour globalement diffuser aux bonnes personnes et pas me faire éclater. La première chose déjà, c'est qu'est-ce que tu vas donner comme nourriture à l'algo de Google. Si tu lui donnes du McDo à manger, il va te sortir du trafic qualité McDo. Surtout aujourd'hui où globalement tu n'as plus de cookies tiers, tu as le DMA qui est arrivé, tu as de moins en moins d'informations, donc toute la donnée de qualité que tu peux donner à Google, c'est de ton devoir de le faire.
Donc, c'est uploader tes bases de clients dans ton compte Google Ads. C'est s'assurer que ton suivi des conversions est aux petits oignons. Marketer tes bannières de cookies. Je veux dire, maintenant, ça devient un vrai taf. Hein. J'ai passé des heures, et on a passé des heures à AB tester les bandeaux cookies sur les LP. Parce que finalement, le fait que ton utilisateur te donne le consentement, mais c'est devenu primordial parce qu'après, tu peux plus rien mesurer. Donc, donne voilà, du restaurant 3 étoiles à manger à Google Ads et tu auras derrière un algo qui est chef cuisinier 3 étoiles. Quoi. Donc ça, c'est la première chose. Après, évidemment, et j'en parlais d'ailleurs au dernier live qu'on a fait sur Lead Studio, c'est que je pense que la technicité, autant il y a quelques mois, j'étais travaille ton offre, etc., l'algo bullshit, autant effectivement aujourd'hui, je pense qu'il y a tout un travail à exercer sur les signaux d'audience, donner à manger encore une fois la bonne nourriture, trouver les bonnes audiences et s'assurer que tu donnes le bon cadre à ton algo devient essentiel. Donc comment dompter l'algo de Google? Toujours se garder en tête que l'algo ne fait absolument rien. C'est à toi d'abord de lui donner la bonne nourriture, donc avec ton offre, etc. S'assurer que tes données sont bien collectées, que tu n'auras pas n'importe quoi. Et après, c'est la technicité. Donc, c'est du test and trial sur tes stratégies d'enchères, tes structurations de campagne, tester des audiences, tester des signaux et ta B-test, quoi. Donc là, pareil, c'est encore une fois, tu as un Lego à construire, tu n'as pas le plan, il n'y a pas de règles. Comment est-ce que tu crées un environnement qui est bon pour ton algo? Et pour finir là-dessus, je pense qu'il faut aussi beaucoup raisonner par la négative. C'est qu'est-ce que tu veux pas. Donc globalement, éviter d'aller cibler des audiences trop larges, faire des listes d'exclusion de mots-clés, mais à n'en plus pouvoir. Ne pas t'aventurer dans des choses les yeux fermés, de type, je sais pas, tu veux tester une nouvelle audience. Tu vas mettre ça dans un ad group sur Google qui a même niveau d'enchère que ce qui marche bien. Mais non, Google, il est malin, et il va dire en fait, sur mon audience de 1 milliard de personnes que tu viens de me donner à manger, j'ai le même CPL. YOLO, je te dépense tout ton budget sur cette nouvelle audience et c'est parti, quoi. Et c'est là où tu vas te faire éclater. Donc voilà. Allez, pour donner une dernière métaphore, c'est de la gestion de portefeuille, quoi. C'est que ce que j'aime bien vous dire, d'ailleurs, vous êtes des traders en fait quand tu es média buyer. Tu as un nouveau produit qui t'arrive, tu veux tester une nouvelle audience, tu vas pas faire all-in avec le budget de tes clients dessus. Non, tu vas prendre une petite partie de ton budget, tu vas tester, tu vas voir comment ça réagit par rapport à tes offres. Et si ton audience elle est bien, tu augmentes ton budget, quoi. Et pareil avec les algos, quoi. Donc voilà, méthodologie. Super intéressant. Est-ce que tu as déjà eu un moment difficile avec un client et quelle est la leçon que tu en as retirée? Plein. On en a eu plein, des moments difficiles. Le dernier en date où c'était vraiment compliqué, c'était avec un client qui se reconnaîtra d'ailleurs s'il écoute la vidéo, pour lequel on faisait du co-branding. Donc c'est-à-dire que son client final nous a autorisé à utiliser son logo, la marque pour générer des prospects. Et j'avais très mal paramétré les attentes avec les do et don't do pour le client final. Et j'ai trop laissé les média buyers en autonomie pour justement itérer sur quels sont les axes marketing qui vont fonctionner pour ce client-là. Et malheureusement, le client m'avait dit de ne pas utiliser certains axes marketing qui sont tout à fait légaux, mais que le client ne voulait pas voir sur CLP. Je n'ai pas transmis l'information aux média buyers. Les média buyers ont utilisé ces axes marketing-là et le client final est tombé sur la LP avec l'axe marketing. Donc là, réaction en chaîne, où typiquement ce que tu as dit, notre client à nous m'appelle à 21h, il me dit Thomas, c'est à vous ça? Je dis oui. Et il me dit tu étais au courant que je vous avais interdit d'utiliser cet axe marketing-là? Moi, je regarde, je lui dis envoie-moi, je vais regarder. Puis là, je vais sur le truc et je vois qu'effectivement, le média buyer a utilisé ça. Et donc là, tout de suite, il faut se mettre dans une réaction de debunk. En mode, ne surtout pas faire la réaction que tu as en mode, ok, vas-y, on voit demain, il est 21h. Non, c'est, ok, attends, je regarde, on prend le temps, on avance. Donc là, tu te fais éclater par ton client qui te dit, je vous ai dit de pas faire ça, c'est un deal qui est monstrueux, vous vous rendez pas compte. Et là, il faut gérer, quoi. Donc il faut gérer, et comme ce que je te disais, c'est, voilà, je comprends. Tout de suite, tu te mets en débunkage de problèmes. C'est quoi les solutions? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on avance? Qu'est-ce qu'on va proposer aux clients, etc. Et être en recherche de solutions. S'excuser, ne pas s'excuser en mode oui, je savais pas, mais s'excuser en mode oui, on a fait une merde, reconnaître la merde, ne pas se maquiller, non, c'est pas moi, je suis pas sûr, non, oui, c'est à nous, oui, j'ai mal fait le truc, mon process, il est pas bon. Donc, numéro 1, c'est déjà comment
on se met dans une logique de on répare la connerie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc tout de suite, on dit au client, on reconnaît, voilà ce qui a été fait, voilà ce qui a été donné, tant de leads ont été générés avec cet ex marketing-là, être transparent, voilà on l'a fait, on s'est raté effectivement sur le process de gestion. Ensuite, c'est à ton client de décider ce qui se passe. Et apporter des solutions. Si on devait repartir, voilà les garde-fous qu'on va mettre en place. En fait, on intègre directement les médias buyers dans les discussions avec le client sur les axes marketing. On fait valider tous les visuels, tout, etc. On arrête d'itérer et on s'assure qu'à aucun moment il peut y avoir un problème. Et après, tu laisses globalement ton client décider de OK, est-ce que la résolution du problème est fine? Quelles sont mes attentes? Et est-ce que je peux continuer à travailler avec Lead Studio là-dessus? Ce qui s'est passé, c'est que du coup, on a dévalidé une quantité énorme de leads, plus que ce qu'on aurait dû, mais justement pour rattraper le lead, pour montrer qu'on est de bonne foi. Et on est venu avec un plan d'action derrière sur, voilà, pour que le deal continue. Voilà comment est-ce qu'on conçoit la suite et vous pouvez nous faire confiance. Et ça a continué, heureusement, et on a bien rattrapé le truc. Donc oui, des moments difficiles, on en a eu plein. Enfin, ça, je pourrais écrire une Bible. Mais les 3 grandes leçons, c'est quoi? C'est reconnaître que tu as fait de la merde quand tu en as fait. Parfois, le client est de mauvaise foi, hein, donc c'est pas non plus la chasse aux sorcières. Hein. Donc, quand le client t'accuse à tort de mauvais lead parce que son télépro est en vacances et qu'il les a pas traités en temps réel, là, non, c'est son problème. 2, c'est être dans ce que tu disais, c'est je comprends ce que tu ressens, la confiance n'a pas été à la hauteur de ce que tu attendais, on s'est planté, etc. Et 3, toujours être, dès l'instant zéro où ton client se plaint à juste titre, dans une résolution de problème et apporter des solutions et être ultra réactif. C'est clair. Si tu fais le lâche et que tu te maquilles derrière des excuses, etc., tu perds en crédibilité, tu ne résous rien et c'est le meilleur moyen de te planter. En fait, c'est comme dans la vie, c'est super important de reconnaître ses erreurs parce que, je veux dire, n'importe qui... si une personne, on sait qu'elle a fait une erreur et qu'elle ne le reconnaît pas, on n'a pas envie de continuer avec elle. Il vaut mieux quelqu'un qui te dit j'ai fait une erreur et je vais corriger, ça inspire beaucoup plus confiance. Mais c'est très dur. Et c'est là où, de toute façon, c'est une des top valeurs que j'ai mis dans Lead Studio, mais c'est la résilience. C'est-à-dire que la résilience est extrêmement importante parce que quand vous prenez ça en pleine gueule, c'est vrai que c'est très très dur. Parce que globalement, votre client, on est sur des marchés où les montants sont importants, il y a des gros enjeux, et donc vous, en tant que fondateur ou en tant que commercial, vous allez en prendre plein la gueule. Donc, il faut avoir les épaules d'accepter ce déversoir de reproches et derrière arriver à se relever. Parce que quand vous prenez ça dans la tête aussi, c'est facile de se dire vas-y, j'arrête, j'abandonne, tant pis, je lâche ce client. Et ça, il faut se combattre. Enfin, il faut combattre ça. Il faut avoir une bonne résilience, il faut entreprendre, générer du business, c'est dur. Et que si vous n'êtes pas prêt aussi à affronter ça, en fait, ne créez même pas de boîte. Ou n'essayez pas d'être en front avec les clients, quoi. Il faut être prêt aussi mentalement à se dire il va y avoir des merdes, ça va mal se passer à un moment ou un autre, surtout sur la lead gen. Est-ce que mentalement je suis prêt à affronter ça et être toujours dans un mécanisme de résilience, d'apporter des solutions et pas de se dire vas-y j'arrête, c'est bon, ça m'intéresse plus et j'abandonne, quoi. C'est là où d'ailleurs beaucoup d'agents s'éclatent parce qu'on en prend plein la gueule toute la journée en fait. Ouais, c'est sûr que c'est pas agence ou lead gen, c'est quand même un milieu qui est pas évident. Non, c'est dur, mais après c'est passionnant. Oui. C'est passionnant parce que tu crées beaucoup de valeur économique pour tes clients, c'est des marchés qui bougent tout le temps. Tu es dans un environnement intense, donc si, comme toi et moi, tu aimes bien challenger au quotidien, tu peux pas t'embêter. Mais oui, ça demande une résilience de malade. Pas pour rien d'ailleurs que le podcast s'appelle Insubmersible. Hein. Tout est lié, hein, faut pas croire. C'est sûr. Voilà pour les clients. Ah. Avant qu'on travaille ensemble, tu m'as posé une question et j'aimerais bien que tu développes là-dessus. Tu m'as demandé est-ce que tu es forte en Google Ads? Et à ce moment-là, je ne savais pas trop quoi répondre. Ouais, Qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que tu es forte en Google Ads? C'est une bonne question. Elle est pas facile celle-ci parce qu'il y a plein de choses. C'est-à-dire que ce que moi je vais regarder quand je vais travailler avec quelqu'un qui va potentiellement utiliser ma CB au quotidien pour générer des prospects, c'est est-ce qu'il comprend ce que c'est Google Ads? Et je pense que tu l'as très bien dit en introduction, et c'est ce que j'entends par c'est quoi être bon Google Ads, c'est avoir ce profil analytics, comme quand tu vas résoudre un problème de maths. Est-ce que tu vas résoudre le problème Google? Est-ce que tu vas résoudre le problème Google? Je suis pas en mode ok, j'ai regardé un tuto et
on m'a dit de créer une campagne comme ça et donc je fais toujours la même chose. Non, c'est je prends des informations que Google me donne sur un marché précis avec des mots-clés, des enchères, des compétiteurs, mon funnel marketing et via tout ce flot d'informations que j'ai, est-ce que je suis capable de résoudre l'équation Google Ads? De se dire, OK, en fait, ma campagne, je suis sur un marché qui est très concurrentiel, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai des CPC qui vont être hyper élevés, donc je dois être hyper attentif aux enchères que je vais mettre. C'est très concurrentiel, donc je dois être hyper attentif sur mes messages, ma LP, etc. C'est un marché où il y a beaucoup de volume, donc tout de suite, je peux envoyer du prospect, donc pareil, il faut que je fasse attention avec mes budgets, etc. Donc voilà, est-ce que tu es capable, par rapport à l'équation des marchés que je vais te donner, de créer le plan du Lego, quoi. C'est ça pour moi être bon Google Ads, et pas être dans un carcan de, bon alors on crée une campagne, alors je mets toujours d'habitude maximiser les clics pendant 15 jours, puis après je fais tous les jours mon exclusion de mots-clés négatifs, et puis après les 15 jours suivants je passe en CPA cible. Non, ça tu fais ça, mais tu récites ta leçon de CP, mais c'est certain tu ne pourras pas bosser avec nous. Par contre, voilà, tu es dans un environnement où le succès est immédiat, tu es capable d'itérer et de résoudre l'équation rapidement, et d'avoir les billes pour le faire, bah, c'est ça pour moi être fort sur Google Ads. Et d'ailleurs, tous les médias buyers de Google, enfin de Lead Studio, qui bossent avec nous sur Google Ads, dont tu fais partie, ont ce mindset. Ils passent leur journée à résoudre des problèmes, en fait. Tu passes ta journée à résoudre des équations Google Ads de voilà les informations que j'ai et comment j'évolue dans cet environnement, quoi. Ça va être bon sur Google Ads. Et finalement, les meilleurs médias buyers Google Ads sont ceux qui ne touchent pas à Google Ads. Parce que finalement, le secret, quand même, pour réussir sur Google Ads, c'est d'avoir une bonne offre marketing, un bon copywriting, un bon site web, un bon funnel, quoi. Et si tu arrives avec ça, généralement, tu es bon, quoi. Je comprends. Ça me fait penser, tout à l'heure, tu me demandais comment on se forme, etc. au début, quand on se lance. Désolé Google et Facebook, mais pas avec les ressources de Google et Facebook. Ah oui. Ceux qui se lancent, ne pensez pas que vous allez apprendre à devenir média buyer avec les formations pour passer les certifications. Allez sur YouTube, c'est beaucoup mieux. Ouais, bah tu l'as cité, hein, Bruno Guyot, excellent. Franchement, bah moi j'ai beaucoup appris. On avait fait la formation à l'accélérateur avec Bruno en 2020, je crois, au moment du Covid. Et au-delà de ça, ouais, la sauce Bruno est excellente. Sur le mindset, etc. C'est vraiment valeur sûre. Qui viendra d'ailleurs dans ce podcast. Mais ça, j'en dis pas plus. Allez, petit hint. Ah, question très intéressante. Qui est-ce que tu suis comme femme dans le marketing digital? Ouais. Oh là, je dois reprendre mes notes parce que je me suis dit... Aïe, aïe, aïe. Oh, dur celle-ci. Non, mais c'est une super question. Parce que je me suis remis des trucs. Ah oui, c'est ça. C'était l'angle, la manière dont je voulais le répondre. C'est une très bonne question, cette histoire de femmes dans le marketing digital. Déjà, il y a le fait que globalement, il y a quand même beaucoup plus d'hommes qui créent du contenu sur ce marché-là. Et de manière générale, je pense sur YouTube. Quand tu m'as posé la question, j'ai eu aucun nom qui me sont venus, en tout cas sur le marketing digital. Je suis énormément de podcasts et en fait, j'ai quasiment très peu de femmes que je suis. Non pas parce que je suis misogyne ou je ne sais quoi, c'est parce que effectivement, j'ai pas trouvé de femmes qui créent du contenu vraiment de qualité et qui m'intéressent moi. Ça veut pas dire qu'il y en a pas. J'en ai une qui m'est venue à l'esprit. La première, c'est Erika Tolmi qui fait des vidéos YouTube. Donc c'est une américaine sur tout ce qui est gestion financière, etc. Et je trouve que ces formats vidéo sont excellents. Surtout sur une thématique où globalement, dès que tu parles un peu d'argent, business, tu as quand même beaucoup d'hommes. Et elle a réussi à trouver un angle qui est excellent, donc il y a clairement sa place. Et après, je me suis posé la question de quelles étaient les femmes en fait qui jusqu'à présent m'ont influencé au quotidien. J'ai pas envie de parler de femmes qui sont très connues, mais vraiment de personnalités féminines qui m'ont apporté beaucoup dans ma carrière. Et j'en ai globalement 3 qui sont venues à l'esprit. La première est Caroline Payou, qui est la fondatrice d'Ignition Programme, qui est une boîte dans laquelle j'avais fait mes premiers stages justement en marketing digital comme toi. Et Caroline est une fondatrice extrêmement inspirante, parce qu'à l'époque, aujourd'hui Ignition Programme cartonne, mais on était, je crois, une dizaine. Donc moi, j'étais stagiaire. Et elle avait cette volonté en fait de démocratiser l'entreprise libérée, d'apporter vraiment du sens à tout ce qui est justement CDI en start-up versus des profils grande école qui ont des grands talents et qui vont s'éteindre dans des cabinets d'audit alors qu'en fait, ils pourraient apporter vachement de valeur dans des PME, TPE, start-up.
Et franchement, Caroline, si tu tombes sur ce podcast, merci pour la manière de manager que tu as donnée à cette époque-là et que tu donnes encore à ta boîte. Du coup, la seconde, qui était ma maître de stage, qui est Johanne Watanabe, qui était la directrice marketing d'Ignition Programme. Formidable, Johanne, qui m'a trop inspiré sur la manière qui était ma manageuse. Donc, on bidouillait, en fait, Johanne et moi, à longueur de journée sur Google, Facebook à l'époque. On faisait les landing pages, les WordPress, les machins. Enfin, qu'est-ce qu'on se marrait. Et je trouve qu'on avait un échange qui était top. Et Johanne m'a clairement donné la vibe pour ce marché. Je crois qu'aujourd'hui, Johanna, elle travaille chez 50 Partners. Elle est CMO là-bas. Donc, pareil, je vous encourage à la contacter pour tout et n'importe. Enfin, bref, c'est pas Johanne, mais super personne hyper inspirante. Et la dernière, c'est une cliente, Charlotte Ducharme, qui est la fondatrice de Cool Parents, mais Happy Kids, une de mes premières clientes qui m'a fait confiance. J'étais encore à l'EDEC à l'époque. J'avais déjà en cliente à l'EDEC. Okay. C'était en 2017, pour lequel je pilotais ses campagnes Facebook Ads. Et Charlotte, ouais, c'était la définition de l'entrepreneuse qui en veut, qui est battante et qui croit en son projet. Donc, l'objectif de Cool Parents, mais Happy Kids, si je ne dis pas de bêtises, hein, c'était de repenser un peu la manière dont tu éduques tes enfants de 0 à 5 ans, en tout cas à l'époque. Et elle avait tout un tas de formations. Elle était tellement convaincue dans son projet que c'était génial de partager avec elle sur attends, mais comment je dois mettre en place mes formations, mes webinaires, construire ma base d'abonnés à la newsletter, etc. Donc en faisant de la pub. Et c'était génial. Pareil, elle m'a beaucoup inspiré sur l'entrepreneuriat, sur la manière de monter des projets, de croire en ses projets, malgré les difficultés. Et du coup, en fait, j'ai pas de personne féminine que je suis au quotidien. Mais j'ai quand même pas mal de femmes entrepreneuses avec qui j'ai pu échanger, qui m'ont beaucoup apporté. Et donc, je ne peux qu'encourager toutes ces personnes à créer du contenu parce que Dieu sait que vous avez de la valeur à apporter, quoi. Trop bien. Et toi ? Moi, je dois dire que ça me frustre énormément et je fais le test, je sais pas, on va dire une fois tous les 6 mois, d'aller sur YouTube et de taper campagne Google Ads et je scrolle jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo d'une femme. Et franchement, c'est long, on va pas se mentir. Il n'y a pas beaucoup. Donc, ouais. Après, le contenu, il est super. Hein. Les hommes font un très bon travail. Mais j'aimerais bien voir plus de têtes féminines de temps en temps. Ouais. Il reste 10 minutes. Oui, alors après, il y en a beaucoup, je pense. Ça vaudra peut-être le coup de faire un épisode centré là-dessus, parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais est-ce que c'est le marché qui, de base, attire beaucoup d'hommes, ou est-ce que c'est les femmes qui ont peur de simplement proposer du contenu sur un marché qui peut effectivement avoir une connotation un peu geek, Google Ads, technique maths, et que dans les bêtises qu'on peut entendre au quotidien, c'est censé être réservé aux hommes, comme le développement web, quoi. Mais ce qui est vrai, je veux dire, tu vas dans un amphi en C++, tu as 99,99% de mecs. Hein. Justement, il faut faire passer le message que c'est tout à fait... encore une fois, c'est pas un métier facile, hein, honnêtement, c'est très challengeant, mais c'est à la portée de toute femme qui est motivée, qui aime bien l'analytics. T'en es la définition, en tout cas, je pense, dans ce podcast. Mais oui, bon, je pense que c'est un sujet qui est un peu tricky, mais effectivement, dites-le nous en commentaire d'ailleurs, si ça vous intéresse qu'on en parle. J'ai un nom d'une personne, alors c'est Amandine Barr. Je sais pas si ça mais oui, Amandine. Et elle, j'adore son contenu. Je la vois beaucoup sur Instagram. Je l'ai vue un peu sur YouTube aussi, parce qu'elle est passée dans des podcasts avec Scalesia, il me semble. Et franchement, elle, c'est hyper qualitatif. Oui, c'est SEO avec les loutres. C'est SEO, mais elle fait aussi du SEA. Donc de plus en plus, je la vois. C'est peut-être l'algo qui trie un peu sur le SEA parce que c'est moi derrière à qui ça envoie. Mais franchement, j'aime beaucoup comment elle s'exprime. Shoot out to Amandine, hein, si tu veux venir discuter un peu avec nous du parti SEO, SEA. Oui, effectivement, tu as raison, Amandine. Je pense que c'est clairement une très bonne référence. Cool. Et ensuite, est-ce que tu as un outil à recommander ou une chaîne YouTube à recommander ? À quel niveau ? Ça peut être lead gen ou autre. Inspirante. Des outils à recommander hors lead gen, j'en ai plein. Non. Peut-être des choses qu'on n'entend pas trop. Justement, il n'y a pas de truc qu'on n'entend pas, le petit secret. Il faut arrêter de penser qu'il y a des hacks, des machins, des trucs. Non.
Google Ads, SEMrush, ça suffit largement. Un bon outil d'A/B test, ça fait le taf. Et votre cerveau, quoi. Non, pour moi, c'est pas un outil à recommander, c'est des compétences à développer, justement, à l'ère de l'IA. Je pense que la créativité est une des notions les plus importantes, en tout cas des compétences les plus importantes à maîtriser aujourd'hui et dans les années à venir. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va faire que tu vas exceller dans ton métier? Puisque en fait, tu as accès à tout maintenant avec l'IA, tu peux créer des sites web, coder sans savoir ce que c'est que le JavaScript, faire des vidéos en n'ayant jamais utilisé de logiciel de montage. Ta capacité en fait à utiliser tout ça va être fonction de ta créativité. Donc les profils créatifs, mais vous avez un boulevard devant vous. Et si vous n'êtes pas créatif, puis vous vous forcez à être créatif. Et être créatif, c'est quoi? Je pense que le meilleur exercice pour être créatif, c'est tu mets ton smartphone à la poubelle, tu vas te balader dans la ville dans laquelle tu es, et pendant 1 heure, tu laisses ton cerveau divaguer. Et tu acceptes toutes les idées qui passent, et tu verras qu'en faisant cet exercice régulièrement, tu vas devenir quelqu'un de beaucoup plus créatif. C'est des choses que je fais, j'essaie de le faire, pas tomber dans un délire mindset gourou, etc. Mais j'essaie de prendre au moins 1 à 2 heures par semaine pour faire ça. Pas de téléphone, rien. Mais même vous asseyez un café, vous prenez un coca, vous laissez votre cerveau juste vous s'embêter, quoi. Et vous allez voir à quel point c'est magique. Je comprends. Au niveau des outils, quand même, je pense que c'est bien de parler d'IA, mine de rien. Il y a Agen, trop bien, ChatGPT. Agen, c'est pour créer des vidéos. Eleven Labs, pour mettre ta voix, pour ensuite nourrir ces vidéos-là. Donc avoir une belle voix, parce que les voix IA, bonjour, je suis un robot, ça laisse à désirer. Après, les outils, en IA... Midjourney. Midjourney, trop stylé, Dali, ChatGPT, ça fait le taf, pas besoin de plus. Non, si un qui est pas mal, c'est Tugan.ai. C'est un très bon outil qui va te faire du copywriting. Enfin, je le pose là, tugan.ai. C'est une valeur sûre. Ok, je vais regarder. Je Oui, pas. tu peux. Alors, attends. Il nous reste 5 minutes. Ouais, justement. Durant le salon SMX, on a entendu 2 conférences qui disaient en gros que Google Ads, au niveau de la recherche, c'était fini, que maintenant les jeunes, ils font de la recherche sur TikTok. Qu'est-ce que t'en penses? Bullshit. Non, c'est pas bullshit, c'est vrai. Effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui vont faire des recherches sur TikTok avant Google. Maintenant, la réalité est qu'il faut comprendre que vous parlez à une population sur laquelle on a toujours eu l'habitude en tant qu'utilisateur de Google, recherche égale Google. Donc le temps que les mentalités changent, ça prend quand même beaucoup de temps. C'est comme quand on va entendre oui, c'est la fin du dollar ou ces trucs-là. Non, il faut arrêter, quoi. Ça va prendre des années, tout ça. Oui, peut-être que dans 50 ans, le dollar sera plus là, mais ça va prendre du temps. Ça fait 10 ans qu'on nous bassine avec demain, tout le monde va faire des requêtes avec le voice et il n'y aura plus que le voice. Ça fait 10 ans que c'est comme ça. Le fait est qu'il y a toujours autant de requêtes sur Google. Donc, comprendre qu'effectivement, les mentalités changent, que tu peux aller chercher l'attraction sur TikTok, ignorer TikTok Ads ou tout ce qui va arriver, évidemment, ça serait une erreur de jugement. Par contre, se dire je fais all-in sur TikTok et de toute façon demain le search s'arrête, c'est de la folie. Pourquoi s'en priver alors qu'aujourd'hui ça reste 80% de ce que tu peux générer en lead gen de manière très très qualifiée? Il faut continuer, quoi. Par contre, ça va évoluer. Oui, le SGE va arriver, on va peut-être changer certaines choses, mais ça sera toujours là, quoi. Ou en tout cas, à horizon de 3 ans, il y aura toujours le search. 10-15 ans, je sais pas. Je comprends. Du coup, là, on parlait un petit peu des habitudes des jeunes. Maintenant, question différente. Est-ce que tes parents comprennent ce que tu fais comme métier et comment tu leur expliques? On finira là-dessus. Les parents. Les parents, ils ne comprenaient absolument rien, je pense, jusqu'à ce que je fasse mon podcast perso d'Insubmersible en solo, où je raconte globalement ce qu'on fait et qu'est-ce que ça veut dire d'entreprendre, etc. Et là, je pense qu'ils comprennent enfin ce que je fais. Mais du coup, voilà, c'est 10 épisodes d'1 heure, donc ça a pris 10 heures globalement. Mais sinon, non. Et d'ailleurs, ça me fait toujours rire quand on va être à des déjeuners ou des dîners avec la famille et que j'entends mon père ou ma mère essayer d'expliquer à d'autres proches que je fais. Je me tais et j'écoute avec des fous rires, etc. Parce que vous me prenez pas mal, hein, les parents, hein. Parce que c'est à des années-lumière de ce qu'on fait. Et non, je pense que c'est très très dur d'expliciter ce qu'on fait. Et
et même en fait à des personnes autres qui sont pas dans notre milieu, quoi. Quand je dis ouais, alors nous on génère des prospects pour des boîtes, il y a les deux yeux de l'interlocuteur qui bug et qui sont mais qu'est-ce qu'il fait, quoi. Et généralement ouais, Thomas on comprend pas trop ce qu'il fait, Lead Studio on comprend pas trop ce qu'ils font. Je pense qu'il y a un peu une barrière aussi de ce marché-là est très opaque. Et c'est pour ça qu'on crée du contenu pour essayer de démocratiser la lead gen, de le rendre beaucoup plus accessible, parce que je pense qu'on apporte quand même beaucoup de valeur à nos clients et que c'est dommage d'être quand même dans le dur à chaque fois qu'on doit en parler, quoi. Ouais, Toi, le fait de bosser dessus... Écoute, moi j'ai eu un moment un peu épique la semaine dernière. J'ai ma mère qui vient manger chez moi et tu sais, elle s'assoit très sérieusement. Elle me dit, Linda, tu sais, on s'est rendu compte avec ta sœur, on sait pas du tout ce que tu fais comme métier. Et je me suis dit, oula, okay, d'accord. Donc du coup, j'ai fait une petite démonstration. Je lui ai dit, alors, imaginons que, je sais pas, tu veuilles changer de mutuelle. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, elle sort son téléphone, elle va sur Google et elle tape comment changer de mutuelle. Et du coup, je lui ai montré, je lui ai dit, ah, bah, tu vois, ce genre de publicité-là, bah, nous, on fait ce genre de choses-là. Et ensuite, on va faire un deal avec un client qui vend des mutuelles. Enfin voilà, tu vois, je lui ai expliqué par l'exemple et là, je crois qu'elle a compris. Ouais, ça c'est une bonne clé d'entrée, ouais. D'essayer de matérialiser la chose. Mais bon, une fois sur deux, tu as quand même la réflexion. Ah, donc c'est toi les pubs nanana, qui engraissent Google. Ah bah bravo. C'est exactement ça la réaction que j'ai eue de ma famille. Ah bah bravo. Mais c'était pour rigoler. Voilà, non, mais voilà. Et puis généralement, la discussion s'arrête et vous avancez parce que vous savez que quand vous avez ce type de réflexion, ça ne sert plus à rien d'avancer et qu'il vaut mieux pas épiloguer sur le sujet. Et je pense qu'on terminera là-dessus, ce sera une bonne note. Linda, merci beaucoup. Merci à toi. On se retrouvera pour l'épisode 4, peut-être avec toi ou avec d'autres membres de l'e-studio. En commentaire, du coup, pour conclure, dites-nous ce que vous avez pensé et si vous voulez qu'on passe plus de temps justement sur la partie les femmes dans le marketing digital, dites-le nous, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Et Amandine, tu es prévenue, si tu veux venir t'asseoir avec nous, tu es là, bienvenue. Merci à tous, merci Linda, merci et à très vite pour le prochain épisode. Ciao.